Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Hani Abdelaziz, analyste politique. Dr Hani Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Dr Hani Abdelaziz, il faut dire que la situation au Soudan touche à une crise humanitaire importante compte tenu du blocage imposé par les autorités soudanaises loyales à l'armée. Et l'aide humanitaire est bloquée, ne pouvant parvenir aux habitants de Darfour, chose qui les menace de famine. À votre avis, pourquoi est-ce que les instances internationales prêtent une oreille sourde alors qu'une deuxième crise humanitaire dans la région du Proche-Orient perdure? Bien, ayant moi-même servi durant mon service aux Nations Unies au Darfour, je ne prétends pas connaître la situation actuelle en détail, mais le Darfour a été depuis des années une question litigieuse, délicate entre diverses parties et surtout dû à l'interventionnisme de certains pays étrangers dans les affaires internes du Soudan. La situation de famine et de guerre interne n'est pas nouvelle. Elle s'est probablement exacerbée ces derniers temps à cause de la situation que vous connaissez tous au Soudan entre les deux parties, mais ce n'est pas tout à fait nouveau. Et s'il faudrait blâmer quelque chose ou quelqu'un, il faudrait blâmer les interventions externes à la région, au Soudan, dans ce conflit, dans les affaires intérieures de ce pays. Il y a la tendance à démanteler le Soudan, comme nous l'avons vu, le Soudan a été séparé. Il y a une tendance à démanteler le Darfour et le Kordofan aussi pour que, voilà, deviennent des pays ou des entités indépendantes. Ce n'est pas une question très simple ni très facile à gérer. Donc je ne peux pas blâmer les organismes internationaux d'assistance humanitaire de ne pas voir arriver, de ne pouvoir amener l'aide qu'il faut à cette région du Soudan, étant donné les aspects que je viens d'énoncer brièvement. Docteur Hani Abdelaziz, le Soudan a toujours été en proie à des conflits, que ce soit entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord et actuellement les forces d'intervention rapide. Quelles sont les richesses que le Soudan perd compte tenu de ces conflits perpétuels et les richesses que nous perdons étant donné que nous sommes un des pays du voisinage? Madame, je vous remercie pour cette question. Très indirect. Le problème du Soudan, c'est sa richesse. C'est un des pays les plus grands d'Afrique et du monde entier, dont les richesses sont très peu exploitées et qui est visiblement très riche en pétrole, le Kordofan et le Darfour par exemple, en mines d'or et toutes les richesses du sol que vous pouvez imaginer existent dans les grands pays africains comme le Soudan, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Ce qui fait que ces pays deviennent la proie aux multinationales, aux sociétés transnationales immenses qui appartiennent à on ne sait jamais à qui et qui commencent des troubles par pays interposés et par États interposés à la recherche de l'exploitation de ces ressources. Donc je dirais très brièvement que le Soudan est la victime de sa propre richesse et sa capacité de se défendre contre ces interventions étrangères. Quelle est la position de l'Égypte où, disons-le, l'Égypte déploie énormément d'efforts et actuellement, aujourd'hui, le chef de l'État a reçu, le chef a offert un accueil officiel au président du Conseil souverain soudanais dans une tentative de parvenir à un cessez-le-feu ou à un règlement quelconque à la situation. Quelle est la situation de l'Égypte ou le rôle joué par l'Égypte dans ce conflit?
Bien sûr, tout le monde le sait. Vous savez que le Soudan et l'Égypte étaient un seul pays. Nous avons été séparés d'abord par la guerre menée par la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, qui a été faite les troupes égyptiennes dans de grandes batailles au Soudan et qui ont fixé la frontière actuelle. La frontière actuelle entre l'Égypte et le Soudan n'est pas une frontière naturelle, n'est pas une frontière qui a existé depuis des millénaires, non. C'est une frontière qui était imposée par l'occupant britannique qui voulait séparer le pays en deux, comme cela s'est fait aussi pour séparer le Sud-Soudan du nord du Soudan et comme les tentatives se répètent concernant le Darfour et pas le Darfour seulement, j'ai mentionné aussi la province du Kordofan. Donc c'est un seul peuple. Vous savez qu'au Soudan, il y a pratiquement autant de pyramides beaucoup plus petites que celles en Égypte, mais l'histoire très ancienne depuis des millénaires est la même. Les populations sont pratiquement les mêmes. Il n'y a pratiquement pas une famille égyptienne qui n'a pas de relation de famille avec des Soudanais, pratiquement pas. Moi-même, j'ai de la famille qui est d'origine soudanaise. Donc, voilà, c'est un peu pour l'exploitation des ressources humaines, pour diviser les pays. Cela se passe dans d'autres régions, comme ça s'est déjà passé avec le Soudan, mais ça se passe aussi dans d'autres régions d'Afrique, pour faciliter leur exploitation et l'exploitation de leurs ressources naturelles. À votre avis, quels sont les risques qui s'opposent à l'Égypte à cause de ce conflit en particulier? Bien sûr, et je pense que l'Égypte, jusqu'à maintenant, a joué un rôle positif afin de calmer la situation dans toute la mesure du possible. Et donc je ne pense pas qu'il y ait animosité entre l'Égypte et le gouvernement en place soudanais. La visite du président du Conseil de souveraineté soudanais en Égypte aujourd'hui le prouve. Je crois savoir qu'il y a des relations aussi assez étroites de contact, au moins contact avec l'autre partie. Donc il n'y a pas de risque réel, mais le seul risque c'est le départ de milliers, de centaines de milliers de Soudanais pour trouver refuge en Égypte. L'Égypte qui a déjà plus de 9 millions de réfugiés ne sont pas dans des camps de réfugiés comme partout dans le monde, donc il dit une vie normale, contribuent, qui travaillent, qui vivent normalement comme tous les Égyptiens sans aucun problème. Mais si des centaines de milliers ou des millions de Soudanais venaient à vouloir se réfugier en Égypte, bien sûr, ce serait un fardeau supplémentaire que l'Égypte sera occupée de donner. Il ne faut pas oublier qu'il y a des accords bilatéraux entre l'Égypte et le Soudan qui permettent aux Soudanais d'avoir les mêmes droits à la scolarité, aux droits de santé, aux soins de santé, etc., exactement comme les Égyptiens. Donc il y a même le droit de travail dans les offices publics. Donc nous ne pouvons pas les refouler, je peux le comprendre, mais bien sûr, ça augmenterait les problèmes économiques, je veux dire, et sociaux peut-être pas sociaux, puisque les Soudanais et les Égyptiens s'entendent très bien. Que visent les forces d'intervention rapide? Quel est leur objectif? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis leur pays dans cet enfer? C'est une course au pouvoir, je pense. Chacun pense avoir raison. C'est difficile à dire. Ils reçoivent le soutien de certains pays du Golfe aussi, je ne vais pas les citer, et de certaines forces étrangères. Voilà, mais c'est de la manipulation qui se passe et je pense que les chefs de parti
avec du bon sens pour régler ces questions en quelques jours. À votre avis, est-ce que la visite de l'hôte soudanais en Égypte mènerait à un cessez-le-feu comme tels les objectifs de cette visite au préalable? C'est possible parce que l'Égypte tout de même l'a prouvé dans diverses situations actuelles au Moyen-Orient, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, sa capacité de diplomatie et de résolution de conflits entre les parties pourrait intervenir, je suis sûr qu'elle le fait, je dis pourrait au conditionnel, mais je pense que cela est très possible avec les parties du Golfe et qui soutiennent l'autre partie pour que les deux fassent pression sur les parties du conflit pour leur permettre d'arriver à un accord, éventuellement un partage de pouvoir. Docteur Hani Abdelaziz, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, les autorités soudanaises loyales à l'armée bloquent l'aide humanitaire destinée au Darfour, un acte dénoncé par les institutions humanitaires qui estiment que la situation catastrophique met la population au risque de la famine. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les enfants et les bébés meurent déjà de faim et de malnutrition. Il y aura un impact humanitaire immense et potentiellement des taux de mortalité à grande échelle, a affirmé un membre d'une ONG internationale déployée dans cette région de l'ouest du Soudan. L'ONU et les États-Unis ont dénoncé le blocage de cette aide vitale pour le Darfour, où un quart des 48 millions de Soudanais sont victimes d'une catastrophe humanitaire. La guerre a éclaté le 15 avril 2023 entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah el-Burhan, et son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, patron des paramilitaires des forces de soutien rapide. Elle a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de près de 8 millions de personnes selon l'ONU. Les forces de soutien rapide sont constituées par les anciens miliciens arabes Janjaweed qui menaient il y a une décennie une politique de brûlé au Darfour pour l'ex-président Omar el-Béchir. Ces forces contrôlent 4 des 5 capitales du Darfour, coupées du reste depuis des mois. La majorité de l'aide humanitaire arrive à Port-Soudan, sur la mer Rouge, où est basé le gouvernement loyal à l'armée. L'aide humanitaire de l'ONU passe au Darfour par la frontière tchadienne, où les autorités limitent les opérations, a indiqué récemment le représentant du Programme alimentaire mondial au Soudan. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a pour sa part exprimé la grande inquiétude de Washington après la récente décision de l'armée d'interdire le passage par la frontière tchadienne de l'aide humanitaire. Et les informations selon lesquelles l'armée empêche l'aide de parvenir aux populations dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. Les États-Unis ont également dénoncé les pillages de maisons, de marchés et d'entrepôts d'aide humanitaire par les paramilitaires. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a rejeté les fausses accusations de Washington, affirmant que la frontière soudano-tchadienne était le principal point d'entrée pour les armes et les équipements utilisés pour commettre des atrocités contre le peuple soudanais.